Bonjour, je me suis plongée pendant plusieurs jours dans l'œuvre et la vie de l'écrivain Xavier Leclerc, notre invité d'aujourd'hui, notre invité d'honneur. Merci pour votre temps et de nous recevoir. Bonjour Inès. Alors, Un homme sans titre, en espagnol Un hombre sin título, a été traduit à l'espagnol en mai de cette année et publié par la maison d'édition Cabaret Voltaire, la même maison d'édition qu'Annie Ernaux en Espagne. Vous partagez pas que ça, car Annie Ernaux est aussi une de vos grandes inspirations. Vous citez Le vrai lieu, un de ses ouvrages dans votre livre, ainsi que Lettre au père de Kafka. Juste après, nous pouvons lire Mi padre analfabeto fue mi primer libro en espagnol. En français, j'imagine que c'était quelque chose comme Mon père analphabète fut mon premier livre. Qu'est-ce que vous vouliez dire avec cette phrase? Mon père était analphabète puisqu'il est né dans les années 30 en Algérie pendant la période de famine et comme 9 enfants sur 10 parmi les indigènes, il n'avait pas accès à l'école. Et mon père était pourtant empli de sagesse. Et à sa manière, c'était mon premier livre. Il m'a appris tellement plus de choses qu'on peut en apprendre à l'école ou à l'université. Mais il me semble que dans votre maison, il n'y avait pas des livres. Vous avez découvert votre passion pour la littérature à la médiathèque, à la bibliothèque. Exactement. Il n'y avait que les annuaires téléphoniques à la maison. Donc aucun livre. Mes parents ne savaient ni lire ni écrire. Nous étions 9 enfants. Et j'étais un de ces enfants qui passait ses journées... quand c'était possible, à la bibliothèque municipale. Et effectivement, c'était un havre de paix pour moi et ça m'a permis de prendre conscience du pouvoir de la littérature. Je pense que nous ne sommes pas conscients de l'importance parfois des bibliothèques publiques dans nos quartiers. À la fin de Un hombre sin título, un homme sans titre, nous pouvons trouver une lettre que vous adressez à votre père en français, une langue, il me semble, qu'il ne comprendra jamais, une lettre très honnête où la honte disparaît pour laisser de la place à l'amour, à la vie. Pourquoi vous avez décidé de vous adresser directement à votre père avec cette correspondance finale? Alors parce que mon père est mort en 2020 et il me paraissait important de retracer sa vie, c'est l'objet du livre, et il me paraissait important de lui rendre hommage. Et par cette lettre, j'ai voulu lui dire au revoir à ma manière, dans l'apaisement, dans la reconnaissance, dans la gratitude, dans l'admiration aussi. Mais dans cette lettre, je trouve aussi encore plus compliqué de s'adresser véritablement comme si votre père aurait pu lire cette lettre. Pendant tout l'ouvrage, nous sommes en train de retracer ses amours, ses gestes, ses tendresses, ses violences parfois. Et dans cette lettre, je retrouve une honnêteté imbattable, invincible. Merci. Je pense que devant l'amour et la reconnaissance que l'on a parfois quand on a la chance que j'ai eue pour son père, nous devenons nous-mêmes des illettrés, nous devenons nous-mêmes des analphabètes. Les sentiments sont une autre langue. Et il est parfois très très difficile de la maîtriser, cette langue. Et donc, c'est un exercice d'humilité en réalité, d'apprendre à remercier à son père, même si la vie a été dure. C'est avant tout l'histoire d'un sacrifice. Mon père, c'est un homme qui a grandi dans la famille des villages kabyles pendant les années 30. Il s'est nourri de racines pour survivre, et ensuite il s'est déraciné pour qu'ensuite nous, ses enfants, puissions nous enraciner en France. C'est donc l'histoire d'un sacrifice ultime et c'est pour cela que je tenais à lui écrire pour le remercier en fait. Et est-ce que vous serez capable d'écrire en kabyle? Le kabyle est essentiellement une langue orale. C'est la langue effectivement de mon enfance, celle avec laquelle je parlais à mes parents et entre frères et sœurs. Maintenant, c'est une langue finalement très profondément inscrite en moi. Je crois que quand j'écris en français, il y a toujours une langue souterraine qui est le kabyle. Parce que le kabyle, ce ne sont pas des mots, ce sont des représentations du monde, des couleurs, des descriptions particulières, un angle de vue aussi, un peu décalé, qui me permet d'aborder la vie avec une certaine poésie. Et c'est un vrai sujet dans ce livre parce que ces immigrés que l'on dit analphabètes portent en eux une véritable richesse de langage, de culture. Mon père était analphabète, mais il était loin d'être bête. Et la seule pauvreté qui le concernait était la pauvreté matérielle, parce qu'en réalité, c'était un homme très très riche. Dans une partie du livre, vous disiez aussi que vous avez, quand vous étiez petit, cet ambitieux projet de faire un dictionnaire. Est-ce que vous aimeriez le faire, ce dictionnaire français berbère? Je l'avais fait à l'âge de 12-13 ans. C'était un projet un peu fou.
à l'époque une personne chrétienne d'ailleurs qui était très engagée dans le tissu associatif que je venais de rencontrer m'avait dit pendant mon adolescence, m'avait parlé d'un certain Charles de Foucault qui lui-même avait écrit un dictionnaire franco-berbère dans le Sahara au début du XXe siècle. Et donc j'étais assez ébahi de savoir que quelqu'un avait déjà fait ce travail considérable sur plusieurs volumes, donc rien à voir avec la modeste contribution de la mienne, celle d'un enfant de 12 ans. Mais l'intention était très forte et l'intention était là. Et ce qui compte vraiment, c'était de mettre en avant la richesse de cette langue, de cet héritage berbère. Mais c'était aussi en opposition radicale avec le mépris dont tous les immigrés ont subi en réalité, parce que on les regarde, on les réduit comme une force de production, comme une variable d'ajustement pour un travail pas cher. Mais en réalité, derrière tous ces hommes qui rasent les murs, qui ne se plaignent jamais, il y a une véritable richesse, un véritable héritage culturel, séculaire, magnifique. Et j'ai trouvé que parmi les injustices, il n'y avait pas seulement celle matérielle d'être exploitée dans les usines, il y avait aussi celle d'une absence totale de considération. Pendant 9 mois, je suis censé, pour la promotion de mon livre, parler de la colonisation, et en réalité, je parle essentiellement de considération. Et je pense que ce travail, ce livre, j'espère, est là pour essayer d'apporter mon appel, mon cri pour un peu plus de considération pour ces hommes et ces femmes qui ont tant donné pour l'Europe en général, pas seulement en France ou en Allemagne ou en Espagne. Oui, tout à fait. Un homme sans titre, c'est un homme universel. C'est des silences, c'est les générations oubliées d'ouvriers qui ont fait tout, mais dans le silence, sans se plaindre, et ils ne pouvaient pas, ils avaient peur, la majorité d'entre eux. Est-ce que parler, écrire de vos aïeuls, de votre père, de cette ligne de famille, de lever ce silence et de parler à haute voix, ça vous a permis de vous libérer dans une certaine façon? Oui, c'était très libérateur. Il faut savoir que pour écrire ce livre, je l'ai écrit en quelques mois, la mort de mon père. J'ai pris 15 kilos. 15 kilos en quelques mois parce que j'avais faim, FAIM. J'avais faim de réponse, j'avais faim de justice. Et pour me mettre dans la peau de mon père et dans son enfance en particulier, il fallait qu'à mon tour j'ai faim. Et donc j'ai écrit la faim au ventre et j'ai mangé plus que de raison à en prendre vraiment 15 kilos. Et la libération s'est manifestée physiquement. Vous savez, Annie Ernaux dit très bien, nous n'avons pas un corps, nous sommes un corps. Et je crois que nous écrivons aussi avec ce corps. Nous sommes ce corps qui écrit. Et donc mon corps avait besoin de manifester ce qui se passait en moi. Et je pense que la faim est un sujet central pour aborder la vie de ces émigrés. Par ailleurs, ils ont rasé les murs. Effectivement, ils ne se sont jamais plaints parce que je pense qu'en eux, ils portaient encore la guerre d'Algérie pour mon père qui ne s'est jamais vraiment terminée, qu'il l'a suivi même après la dépendance. Il avait peur de tout le monde, des autorités, de l'école. Et vraiment, il ne se plaignait jamais. Il avait aussi une humilité très très profonde et un sens du sacrifice qui fait que, comme beaucoup d'immigrés, ce qui comptait pour lui, c'était de nourrir ses 9 enfants et sa femme. Comment on vous parlait quand vous étiez petit, chez vous, à la maison? Quelles sont les conversations qui vous résonnent? Comment est-ce que il y avait de la tendresse, il y avait de la peur, on parlait avant, il y avait plutôt du silence? Comment on vous parlait quand vous étiez petit? Beaucoup de pudeur chez nous, vraiment beaucoup de pudeur. On était de ces familles maghrébines typiques où nous ne parlions pas de sujets sensibles, de sexualité. Il y avait vraiment un gap formidable parce que mes parents sont du 19e siècle, vraiment. C'est dans une autre époque. Ils ont grandi en Kabylie, dans les montagnes, avec une éducation et un regard sur le monde qui n'avait pas changé depuis des siècles. Et donc, ça donne des parents très pudiques, très dévoués. Mais le dialogue s'est fait autrement. Il s'est fait par des gestes, par une tendresse, par une fidélité, par un sacrifice. Mon père prenait sa gamelle de tous les matins pour aller à l'usine. Et c'est toujours un renouvellement d'une parole d'amour qui est celle de son sacrifice. Et je pense que ça vaut tous les discours et toutes les... Je me méfie profondément des démonstrations
trop ouverte de grandes déclarations d'amour au quotidien. Je préfère à cela la pudeur de mon père qui, elle, effectivement était toujours dans la discrétion, mais qui se manifestait par des actes, en l'occurrence un sacrifice au quotidien. Il lisait beaucoup plus en se levant tous les matins et en allant travailler qu'avec des mots, Exactement. que des mots. Dans beaucoup d'interviews sur votre ouvrage, on parle de transfuge social, d'ascension sociale. Vous êtes maintenant une personne qui gagne bien sa vie avec ses commodités. Quand vous regardez votre passé avec les yeux d'aujourd'hui et vous retrouvez cette pauvreté dans laquelle vous avez aussi, vous, grandi en grande partie, comment vous appréhendez ceci et quel est votre rapport personnel avec un peu cette distorsion, ces différences? Vous savez, la pauvreté, c'est un membre fantôme. Vous pouvez l'amputer, il est là, il reste là. Je suis quelqu'un d'assez étrange en ce sens que j'ai traversé le miroir, mais partout où je vais, l'enfant pauvre qui est en moi, il reste là. Et j'ai toujours ce regard un peu décalé que j'essaie parfois de dissimuler d'ailleurs. Mais j'ai toujours ce regard à la fois amusé, attendri, ébahi, celui d'un pauvre. Moi, vous me donnez un café et je suis ébahi, je suis heureux, je suis reconnaissant. Et c'est donc un véritable privilège d'être né pauvre parce que c'est une position au bonheur. Je vois tellement de gens nés riches qui se croient privilégiés mais qui en réalité suscitent pour moi beaucoup de compassion parce qu'en fait ils sont blasés, ils s'ennuient, ils sont blasés de tout, ils ont goûté à tout, ils ont voyagé partout et il manque d'un moteur en fait, il manque souvent de motivation tout simplement et je pense que la pauvreté c'est un cadeau de la vie en réalité quand on arrive à la dépasser. Je ne veux pas esthétiser la pauvreté, je ne veux pas la rendre plus belle qu'elle ne l'est, elle est affreuse à bien des égards et je ne la souhaite à personne. Mais simplement, quand vous en sortez, vous vous rendez compte qu'elle vous a aussi permis de grandir spirituellement. Et de saisir la vie et ces moments précieux aussi. Nous pouvons trouver plusieurs déclarations d'amour, on va le dire comme ça, à la France, ses lettres, sa culture, sa façon de faire. Mais à la fois, je me demandais qu'en France, on retrouve aussi un racisme systématique, pareil qu'en Espagne d'ailleurs. Comment cet amour et ce racisme cohabitent dans votre quotidien? Parce qu'il s'agit en fait d'être le plus juste possible. Il y a beaucoup d'enjeux de discrimination, de racisme, etc. Partout dans le monde d'ailleurs, pas seulement en Europe. Mais il s'agit de rendre aussi justice à ceux et celles qui, au contraire, combattent cette injustice. Je pense aux bibliothécaires, je pense aux profs, je pense à tous ces gens de bonne volonté qui se battent au quotidien contre le racisme et à travers leur engagement très généreux dans les tissus associatifs notamment. Je pense à toutes ces personnes qui s'engagent aux côtés des migrants, qui accueillent, qui ne comptent pas leurs heures. Et je pense à toutes ces personnes-là quand je dis la France, je dis l'Europe, je dis le monde occidental qui est dans l'accueil, qui est dans l'ouverture. Je pense que c'est un monde qui combat le fascisme au quotidien. Vous savez, Victor Hugo disait « Ouvrir une école, c'est fermer une prison ». Et c'est ces gens-là au quotidien qui ouvrent des écoles grâce à leur solidarité. Et je pense que c'est à ces personnes auxquelles je fais référence quand je parle d'amour de la France. Parce que la France, vous savez, c'est une idée d'hospitalité, des droits de l'homme, d'universalité qui, on le sait, est très théorique. Après, il faut se montrer digne de cette France-là, de ces lumières-là. Et j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de gens qui s'en sont montrés très très dignes par leur générosité. Et donc je pense qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans un écueil, celui du ressentiment. Je pense que l'art est un antidestin. Il nous permet de faire dérailler la machine de la reproduction sociale, de la malédiction de la naissance. Et je pense qu'il nous permet, cet art, que ce soit la littérature ou la peinture, de transcender nos classes, nos conditions, d'aller vers une seule et même humanité. Et je pense qu'il nous permet de nous détacher d'un état qui est très grave, c'est celui du ressentiment, parce que ce serait retomber dans une autre forme de ghetto. Ce serait s'aveugler de nouveau par des limitations que malheureusement l'aveuglement du ressentiment qui est toujours à l'œuvre. Quand on est énervé, on ne voit plus, on n'est plus lucide, on s'enferme, on n'est plus ouvert au dialogue. Donc je pense que l'apaisement est très important. Mais alors attention, l'apaisement, pour moi, ce n'est pas la relaxation, c'est un effort du quotidien, l'apaisement. L'apaisement, c'est la volonté très diplomatique d'aller vers l'autre et comprendre l'autre
requiert une véritable énergie, une véritable force. C'est un sentiment pacifique, mais c'est une volonté qui demande beaucoup de travail et beaucoup de patience aussi. Parce qu'écouter l'autre dans ses différences requiert beaucoup de patience. Je vois beaucoup de gens qui n'arrivent plus à dialoguer parce qu'elles s'entêtent à ne dialoguer qu'avec des gens avec lesquels elles sont d'accord. Je pense que le dialogue doit se faire essentiellement avec des gens qui ne partagent pas nos points de vue. Et si aujourd'hui on veut combattre toutes les formes de fascisme qui montent partout en Europe, toutes les formes de démagogie, ce sera grâce au dialogue avec des gens qui, comme disait Pagnol, se trompent de colère. C'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de la Bourgogne et moi j'arrivais en taxi. Je trouvais vite une occasion. Est-ce que cette chanson vous dit quelque chose? Ah oui, bien sûr, Fernandel. Ça me bouleverse même. Je venais de l'entendre, mon Dieu, je rêve. Jaune et les gueules de loup boutonnent. Félicie aussi. Près de nous sifflait un merle, la rosée faisait des perles. Félicie aussi. On écoutait Fernandel chez vous? Oui, Fernandel, c'était l'acteur préféré de ma mère. Elle avait toujours un regard très attendri, mais plus qu'attendri. Moi, je pense qu'enfant, elle était assez amoureuse de lui. Vous savez, ma mère, c'était un mariage de raison. Elle s'est mariée à 15-16 ans, deuxième fois, avec l'homme qui deviendrait mon père. Et donc, c'était son cousin, avec des décennies de différence entre eux. Donc, c'est voilà, le mariage un peu plus traditionnel. Et je me rappellerai toujours de son regard devant son écran de télévision en train de regarder Fernandel, surtout dans le film Ali-Baba. Et j'avais l'impression qu'elle avait rencontré un homme qui la séduisait. Et c'était très attendrissant de découvrir, c'était moi chez elle. Et avec le recul que permet l'âge adulte, on se rend compte que nos parents étaient aussi des êtres avec des sentiments, avec des sacrifices qui sont aussi de l'ordre du sacrifice sentimental. Trouvais la chambre ordinaire, elle était pleine de poussière. J'écoute cette chanson pour la première fois hier. Ça m'a fait un grand sourire et il y a une phrase en espagnol, je vais la lire, una sonrisa invencible, más grande que la vida. Je l'ai traduit personnellement comme un sourire invincible plus grande que la vie. Et ça, c'était votre maman quand elle écoutait cette chanson. Pour terminer cette rencontre téléphonique, je vais copier à la journaliste Laurent Bastide du podcast La Poudre, que j'aime beaucoup, que j'adore, et je vais vous demander, est-ce que vous avez une chambre à vous? Oui, j'ai une chambre à moi. C'est une chambre qui concerne d'abord l'autre. J'ai besoin d'écrire entouré de personnes. Je ne suis pas un écrivain de la solitude au sens de l'isolement. Moi, j'aime écrire dans le café. Et ma chambre à moi, c'est autant de café qu'il y en a à Paris. Merci beaucoup, Xavier Leclerc. Vous pouvez retrouver Un homme sans titre, Un hombre sin título, dans vos librairies préférées du quartier. Merci beaucoup pour votre temps. C'était magnifique. Merci infiniment. Merci infiniment. Muchas gracias.